Alors bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous aujourd'hui. Honnêtement, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde sur un sujet aussi difficile que la frugalité dans l'informatique bancaire. On ne connaît pas les motivations qui vous ont poussé à venir ici, mais bon, on va essayer de vous rendre ça un petit peu sympa. En tout cas, nous, avec le reste qu'on vous fait aujourd'hui, on a essayé de répondre à deux questions. Est-ce qu'on est capable, à travers cette démarche de l'innovation frugale, de rendre nos utilisateurs et de rendre nos décideurs fiers des choix qu'ils font et des solutions qu'ils développent. Et puis, une deuxième question qui est de dire, est-ce qu'on est capable de faire plus de sujets avec finalement moins de budget? Exactement. Donc, un petit remerciement donc, aux différents sponsors des conférences sur lesquelles on ne serait pas là. Alors, il n'y a pas encore le groupe BPCE, mais on y travaille, on espère bien un de ces jours y figurer. Le QR code pour le klaxon pour les questions à distance, alors pour Niort notamment, mais pas que, si vous avez besoin de vous connecter et poser des questions. Ok, je laisse un petit peu. Et on va commencer par se présenter. Donc, je vais présenter Vincent, qui a commencé la conférence. Donc, Vincent, il est Delivery Manager aujourd'hui à BPCE-SI. Il a un rôle opérationnel sur un gros programme de refonte du poste collaborateur pour les banques populaires. Et dans le cadre de sa mission, on va dire, il a besoin de coordonner des équipes qui sont en agilité à l'échelle, des lancements de trains, etc. Donc, il a une expérience opérationnelle assez complète sur le sujet des trains. Merci Yann. Je vais vous présenter maintenant Noémie. Noémie qui est directrice de programme donc à la transformation donc chez BPCE-SI. Noémie travaille sur tout ce qui est transformation agile. Et je vais vous citer deux projets phares en ce moment. C'est le lancement du cadre de référence de l'agilité à l'échelle au sein de l'entreprise, et puis le lancement des chapitres, puisque c'est un sujet qui nous tient à cœur. Et moi, je vais terminer en vous présentant Yann Gichawa. Yann est SPC et coach agile au sein de BPCE-SI. Il nous a tous beaucoup appris, beaucoup formés. Oui, je le confirme. J'ai la pression là, vas-y. Alors, dans un premier temps, je vais vous présenter qui on est. Donc, nous, on est BPCE-SI, BPCE Solutions Informatiques. On est né en avril 2022. On est dans le groupe BPCE et on s'occupe en fait du développement logiciel de l'IT bancaire. Nos clients, c'est les caisses d'épargne, les banques populaires, Banque Palatine ou encore Socfim. On a à notre effectif 36 millions d'utilisateurs finaux. C'est une entreprise où il y a 80 métiers de l'IT représentés. Et donc, on est 5000 et on a 2500 internes, voilà, 2500 externes qui composent la société. Alors, j'embraye. Où on en est notre agilité chez BPCE-SI aujourd'hui? Donc, quand il y a eu le rapprochement, on a eu un enjeu, ça a été de pouvoir en fait proposer un cadre agile à l'échelle, un modèle opérationnel pour des nouveaux collaborateurs qui venaient en fait d'horizons différents, avec un historique différent. Et l'idée, c'était de voir comment ils devaient s'organiser pour pouvoir se coordonner de manière optimale, collaborer de manière efficace et performante. Donc, on a créé, depuis avril 2022, on a concentré nos forces pour pouvoir monter ce qu'on appelait, nous, le cadre de référence agilité, mais c'est un peu le Target Operating Model, qui vraiment a été construit avec tous les représentants des différentes entités qui nous ont rejoints. Et donc, en fait, qu'est-ce qu'on a? On a développé l'approche produit, en commençant déjà par la première étape. Alors, hier, il y a eu une conférence sur le sujet. Vraiment, c'est vraiment tout ce qui est les équipes, en fait. On a commencé par le socle de constitution des équipes. Donc, on a défini des notions clés dans ce cadre de référence, les plateformes, qui sont en fait des entités BPCE-SI dédiées aux métiers, orientées métiers, et qui sont responsables de leur périmètre de bout en bout. Dans les plateformes, vous trouvez des domaines qui eux-mêmes ont des produits qui sont responsables de leur cycle de vie sur leur périmètre de bout en bout, avec ils délivrent du run et du build tout au long des activités sur le périmètre, un périmètre applicatif orienté métier et métier de manière cohérente. Ensuite, on a dans les produits les squads. Et dans les squads, en fait, on a tous les rôles agiles représentés.
du business analyst, je ne vous apprends rien, tech lead, voilà. On a tous ceux qui sont représentés. On a aussi, ils sont hiérarchiques, hein, nos produits, et ils ont aussi un manager produit. Et on a au sein des produits un product owner qui est généralement issu des métiers et qui est là vraiment pour porter la vision, la trajectoire, la feuille de route de ce produit. Ensuite, on a eu un enjeu, c'était gérer la transversalité, et on s'est appuyé sur les chapters, les chapitres en fait pour gérer animer cette transversalité-là, sur des sujets qui sont communs à toutes les plateformes. Donc on en a 14 aujourd'hui, et d'ailleurs on a environ 150 produits dans notre périmètre. Et c'était aussi pour renforcer la polyvalence des collaborateurs, voilà, aussi développer l'innovation à travers ces chapitres. Et on commence à aller vers l'étape 2 de l'approche produit, en essayant d'aligner la stratégie d'entreprise business et des produits à travers des trains. On a des domaines qui commencent à expérimenter le mode train. Donc voilà, on en est aujourd'hui dans l'étape 1, avec un peu une étape 2 d'alignement, stratégie, business et produit. Allez, donc le sujet qui nous réunit aujourd'hui, donc sur l'innovation frugale, on va rappeler un peu les enjeux qu'il y a derrière la démarche et puis la pratique qu'on va vous montrer. Donc il y a un petit logo, là je vais en parler juste après, qui est apparu en haut du slide. Donc notre raison d'être et qu'est-ce qui nous a poussé à faire les choses, je vais vous représenter ça. Donc le why, je vais le détailler un petit peu. Le comment on s'y est pris et comment on a travaillé. Et qu'est-ce qu'on a impacté surtout. Donc qu'est-ce qu'on a modifié et qu'est-ce qu'on a apporté par la démarche qu'on a mise en place. Donc le why, en fait, l'intention stratégique au départ, c'est les établissements bancaires, c'est eux qui nous financent. Et donc en fait, ils nous ont demandé, ils nous ont annoncé ou nous ont demandé en fait de réduire les investissements informatiques de 10%. Et en corollaire de ça, ils veulent qu'on continue à faire au moins autant de projets qu'avant, mais donc forcément avec un budget un peu moindre. Donc là, nous, dans notre réflexion, en fait, on s'est posé la question de les responsabiliser aussi sur la prise de décision, parce que ce n'est pas le tout de nous réduire les budgets potentiellement. On veut les impliquer fortement dans la prise de décision et la priorisation des sujets. Donc voilà, ça c'était l'intention de départ, faire avec moins de budget, comme l'a dit Vincent tout à l'heure, faire plus et faire des heureux. Comment on y a travaillé? Là, voilà, tous les trois, on a fait partie d'une équipe de réflexion mobilisée autour de la construction de la démarche, plus le change, on va en parler un petit peu plus loin, avec principalement donc, toute la partie définition de la valeur, quelque chose qui n'était pas forcément connu, utilisé aujourd'hui. Et pour la partie frugalité, la détermination du coût des projets, on utilise donc la pratique qu'on a illustrée tout en haut, Good, Better, Best, c'est de fournir aux décideurs plusieurs scénarios qui vont leur permettre de prendre les décisions et pas juste une estimation, on fait pas. Et qu'est-ce qu'on a impacté? Donc c'est une instance qui chez nous s'appelle Comité Métier Tech et Digital, donc pardon pour les acronymes, donc CMTD. C'est une instance de décision dans laquelle sont prises les décisions de lancement et de financement des projets. Donc dans cette instance-là, qui participent? Des représentants des établissements, comme on a dit, des établissements bancaires, donc du réseau, des représentants du métier, des acteurs métiers, des acteurs IT évidemment, puis potentiellement d'autres types d'expertise. Et donc pendant ces instances-là, on leur présente des dossiers pour lancement de projet, soit de pré-cadrage, on va détailler un petit peu les phases cadrage, pré-cadrage tout à l'heure, ou de cadrage, et en tout cas ils doivent décider eux du lancement, oui ou non. Et donc c'est ça qu'on a impacté par la proposition de démarche autour du Good, Better, Best, donc une notion avec 3 scénarios possibles par projet. Avant d'arriver au CMTD, on a effectivement un processus de construction de feuille de route qui est établi en fait sur un... En fait, on a donc un calendrier précis. En juillet, assez classique, on définit des thématiques qui sont alignées avec la stratégie business. Donc, par exemple, tout ce qu'on veut faire, par exemple, les métiers veulent faire sur le crédit, sur l'épargne. Il y a des grandes thématiques qui sont portées par nos métiers. Et donc en juillet, en fait, on définit des macro-enveloppes à travers notre gouvernance faîtière qui est portée effectivement par les établissements. On macro-chiffre en fait un ensemble de sujets qui sont définis par les métiers. Et il y a le référent du CMTD qu'a présenté Yann au préalable
qui vient présenter encore dans ses gouvernances fêtières la stratégie qu'il veut avoir pour son CMTD et qu'est-ce qu'il a choisi de mettre dans ses enveloppes en fait, globalement comme sujet. Et à partir du mois de septembre, les équipes vont commencer à chiffrer les différents sujets pour pouvoir après, dans une sorte de saisonnalité des CMTD, pouvoir présenter les dossiers pour avoir un go cadrage. Et dans ces dossiers-là, en fait, présenter les différents scénarios possibles, good, better ou best. Donc c'est vraiment dans cette étape de chiffrage, avec les équipes et avec d'autres parties prenantes, au-delà même de BPCE-SI, que vont être établis ces scénarios. Donc voilà, pour avoir un go cadrage. Et ensuite, dans le CMTD, il y a une autre étape dans le workflow pour avoir un go fabrication. Donc c'est vraiment là où on situe la démarche frugale et c'est là où on fait appliquer la méthode. Alors, la méthode, elle se constitue en plusieurs étapes. Donc la première étape, l'acteur principal, c'est le business owner. Donc le business owner aujourd'hui, dans notre groupe, il est chez BPA, voilà, donc ils ont une entité qui s'appelle BPA, et il vient définir un métier à travers un pitch, et on lui demande d'associer une valeur associée à son besoin. Et en fait, Liane en a un peu parlé, quand on s'est penché sur le sujet, on avait un peu de mal à définir ce qu'était une valeur métier. Et on avait sur étagère, dans notre méthode, déjà des choses, voilà, mais qui ne collaient pas forcément, que le métier avait du mal à s'approprier. Donc on a fait le choix de parler plutôt de bénéfice métier. Alors c'est quoi un bénéfice métier? C'est tout ce qui est autour de la satisfaction client, satisfaction collaborateur, efficacité opérationnelle, efficacité commerciale, et même le réglementaire, la sécurité rentrent dans les bénéfices métiers. Et ensuite, on demande au BO de travailler sur la qualification de son bénéfice métier. Donc, par exemple, pour l'efficacité client, la fluidification de parcours, des sujets autour du NPS. Voilà, on lui demande d'aller plus loin dans la qualification de ce bénéfice métier et on lui demande d'associer un objectif, un seuil à atteindre. Et on ne lance pas, effectivement, on anticipe. Voilà, c'est un prérequis dans la méthode qui définit cet objectif-là. Alors, vous avez peut-être compris, on a fait des OKR sans dire des OKR. C'était un gros mot chez nous. Donc voilà, du coup, on l'a abordé d'une autre manière, mais finalement, c'est vraiment inspiré de cette démarche-là. Et c'est une démarche où vraiment, les BO, en tout cas nos business owners, ont dû changer et évoluer pour pouvoir pour pouvoir répondre à l'attente autour de ces bénéfices-là, ce qui était une nouveauté pour eux. Et donc au final, en prérequis, le BO, on doit être en capacité de montrer, même dans nos instances de gouvernance, les bénéfices métiers. Il n'est pas obligé de remplir tous les bénéfices métiers. Il peut en avoir 1 à 5, mais il faut qu'on sache pourquoi on fait le projet. Et donc ensuite, on vous retrouve ce que je vous ai expliqué, la qualification et les éléments de mesure. Et les éléments de mesure, Yann va embrayer sur ça, c'est indispensable de les définir en amont pour les mesurer après. Alors, on est parti à la rencontre de ces business owners qui vont pouvoir vous faire on a un business owner BPA dans le domaine gestion de la relation client commercial pro et BDR qui va vous expliquer comment lui il applique la méthode Good, Better, Best. En tant que business owner, ma mission dans cette étape du processus consiste à détailler le besoin et faire ressortir finalement les éléments des bénéfices attendus. Pour ce faire, la première chose qu'il faut faire, c'est identifier l'ensemble des acteurs qui vont y contribuer, à savoir les clients, les collaborateurs. Puis, bien évidemment, pour chacun, il faut identifier la valeur que ça va dégager. Il s'agit d'une satisfaction clientèle, il s'agit de l'amélioration de la satisfaction de nos collaborateurs, il s'agit d'améliorer les gains en productivité. Tout ça, il faut qu'on puisse l'identifier.
Et puis, comme tout projet, il faut des métriques. Donc en fait, on va élaborer un certain nombre de métriques. Combien de clients vont pouvoir bénéficier de cet apport? Combien de collaborateurs sont concernés par cette évolution? Combien d'expertises seront concernées? Quel sera le gain de productivité? Et enfin, si possible, dégager le volume de PNB que cela pourrait apporter. Voilà, on voit bien qu'il y a un certain nombre d'informations qui vont être mises à disposition dans le cadre du projet, qui vont servir à pouvoir faire un arbitrage en good, better, best pour choisir la bonne solution qui va être en adéquation avec le besoin. Donc maintenant, on va passer à l'étape numéro 2. Maintenant que les bénéfices attendus et les valeurs associées et les mesures associées sont définis, on va passer à cette étape-là qui va être d'identifier en fait les fonctionnalités nécessaires pour répondre aux besoins. Donc dans cette étape, on retrouve encore le BO forcément, puisqu'il a été acteur de l'étape précédente et il porte la nature des besoins. Le PO, qui est vraiment le personnage central, on va dire, de cette partie-là, qui va animer toute cette partie de cadrage. Et puis des équipes BPCE-SI, mais aussi un certain nombre d'expertises nécessaires. C'est de l'architecture, de l'UX, de la sécurité, etc., qui participent à un certain nombre d'ateliers. Donc ici, on a mis voilà, les quelques étapes en fait, par lesquelles on passe évidemment pour préciser les fonctionnalités. Donc on essaie de les décrire assez précisément. Comme on a évoqué juste avant, on définit les KPI de mesure. Donc ils ont été listés. On identifie aussi comment on va les produire et puis objectiver. Voilà, l'idée, c'est bien la mesure avant, la mesure cible, la mesure après, pour être capable de vérifier que la valeur prévue est bien délivrée. On récapitule aussi donc, les bénéfices associés à chaque fonctionnalité et on passe à l'étape de dimensionnement ou de coût, dans lequel, évidemment, dans le chiffrage, on compte à la fois des charges de mûrissement, fabrication, pilotage et de déploiement. Dans le déploiement, parfois, on va même jusqu'à l'accompagnement au changement dans le réseau bancaire, où pour le coup, il y a des acteurs, des commerciaux par exemple, auxquels il faut expliquer, montrer, sur lesquels il faut former sur les nouvelles solutions qui sont mises en place. Donc un processus itératif pour chaque fonctionnalité, tout ce travail de dimensionnement qui est fait pendant les étapes de cadrage. Donc là aussi, on est allé à la rencontre d'un PO, un témoignage d'un PO, donc Gustave, qui est PO sur le domaine bancarisation. À réception de l'expression du besoin de la part du business owner, nous le rencontrons afin d'identifier les bénéfices attendus. Nous identifions l'intégralité des fonctionnalités nécessaires pour une solution adéquate. Nous les classifions en 3 catégories, le good, le better et le best. Le good permet de répondre aux besoins essentiels exprimés. Le better, une meilleure amélioration de l'expérience utilisateur. Et le best permet de répondre à toutes les attentes des utilisateurs. Cette approche via le good, better, best permet aux décideurs de ne pas avoir une vision binaire de la situation et de pouvoir faire un choix en fonction des ressources disponibles pour le besoin exprimé. Quelle que soit la solution choisie par les décideurs, nous répondons bien aux besoins exprimés par le BO. Alors du coup, si je récapitule un peu ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, on a donc des bénéfices métiers qui ont été identifiés, on a des fonctionnalités et des éléments de mesure qui ont été aussi formalisés par rapport à ces bénéfices métiers. Et puis surtout, on a des coûts sur chaque fonctionnalité. Et donc du coup, il est temps maintenant de passer à la scénarisation. Alors, on va commencer par le scénario qui est peut-être le plus simple, finalement, c'est le scénario best. C'est le scénario sur lequel, finalement, on répond à quasiment 100% des bénéfices qui sont attendus. On n'a pas de contraintes particulières. On doit vraiment être proche de la totalité de la couverture des bénéfices. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez facile, puisque du coup, finalement, une fois que les mesures de besoin est exprimé, qu'on a identifié ces bénéfices, on sait assez vite, finalement, qu'il faut globalement faire toutes les fonctionnalités. Une fois qu'on a fait ça, on part sur du coup un deuxième scénario qui est un petit peu plus compliqué, qui est le good. C'est finalement en repartant de la liste des fonctionnalités qu'on a identifiées, on va se retrouver à se dire mais qu'est-ce que je ne peux pas ne pas faire, c'est vraiment l'indispensable sur le sujet. Qu'est-ce que je suis obligé de faire si je veux apporter un minimum de valeur et répondre à ces bénéfices qui sont attendus.
Et enfin, le troisième scénario, c'est le scénario qui est le plus itératif dans l'ensemble. C'est finalement un scénario qui va être intermédiaire, qui va repartir de ce qui est indispensable, parce que ça, on n'a pas le choix, il faut absolument qu'on le fasse, et qui va s'inspirer de l'ensemble des fonctionnalités pour définir finalement quel est le meilleur rapport coût-bénéfice. Et donc ça, c'est très itératif, puisque du coup, on en discute énormément avec le métier pour justement négocier. Est-ce que cette fonctionnalité va apporter plus de bénéfices sur tel enjeu, ou alors on va peut-être plutôt prendre d'autres fonctionnalités suivantes parce qu'elles rapportent sur un autre bénéfice. Donc là, c'est vraiment beaucoup de discussions à avoir avec le PO et avec le BO pour définir ce fameux scénario. Alors, ce que je ne vous ai pas dit et ce qui est super important, c'est la phrase qui est tout en haut là. Chaque scénario doit être autoporteur. Quand on fait des scénarios dans le Good, Better, Best tel qu'on l'a imaginé, on n'a pas des scénarios qui sont des lots fonctionnels qu'on doit enchaîner. On est bien sur des scénarios qui sont viables, qui peuvent aller en production, en tout cas, et qui peuvent du coup être utilisés par les utilisateurs tels quels. On n'a pas de complément à demander au niveau budgétaire. Et nous, on le présente comme ça dans nos différentes instances de décision, c'est-à-dire chaque scénario est présenté avec le coût du scénario, la progressivité de valeur que vous pouvez voir selon les 5 axes dont a parlé Noémie tout à l'heure. Alors, chaque scénario ne répond pas forcément aux 5 axes. On peut avoir des scénarios qui ne répondent qu'à 1 ou 2 bénéfices attendus. Et puis, on a un pitch du scénario alors, qui va plutôt présenter les grandes fonctionnalités, les apports majeurs finalement de chaque scénario. Donc, c'est ce slide-là qu'on va présenter derrière dans une instance de décision. Et pour terminer, du coup, l'étape finale, et bien forcément, une fois qu'on a fait tout ça, que le cadrage est terminé, on va passer dans les instances de décision pour faire le choix du scénario. Donc là, on va présenter les 3 scénarios. Donc, dans le CMTD, Yann en a parlé tout à l'heure, mais c'est bien des dirigeants de nos établissements, des caisses d'épargne et des banques populaires qui sont présents. Donc c'est à eux qu'on va présenter ça, on va pitcher les différents scénarios. Et du coup, ils vont faire un choix en ayant en étant éclairés, pardon, je vais y arriver. En étant éclairés, donc du coup, ils vont savoir à quoi ils vont s'attendre et ce qu'ils vont récupérer comme solution à la fin, une fois qu'ils auront décidé du scénario sur le sujet. Donc, on a un deuxième slide qu'on leur présente aussi, parce que forcément, comme c'est une discussion avec nos dirigeants, il faut qu'on leur détaille un petit peu ce qu'il y a dans toutes les fonctionnalités. Donc, on leur explique réellement avec des mots simples ce que ça va apporter, ce que ça va faire. Et du coup, il y a vraiment une discussion qui s'installe avec les dirigeants. Et pour être tout à fait honnête, on l'a vécu assez souvent. On se retrouve régulièrement à avoir un scénario better qui est pas celui que les dirigeants nous demandent. Ils vont piocher dans le best pour en rajouter dans le better. Enfin voilà, on n'arrive vraiment finalement pas forcément toujours au scénario que nous on avait proposé. Donc c'est assez intéressant comme discussion. Alors on vous a mis en perspective aussi sur ce slide-là. Noémie en a parlé. On a une enveloppe dans la feuille de route initiale qui est sur la droite du slide. Et vous avez en bas les coûts des scénarios. Donc ça nous permet de mettre en perspective ce qui avait été prévu initialement dans la feuille de route 6, 8, 9 mois avant par rapport à ce qu'on propose. Alors, c'est pas toujours cohérent et c'est pas parce qu'on a une enveloppe qui est faible qu'on ne peut pas avoir des scénarios qui sont plus importants en termes budgétaires. C'est ce que vous pouvez voir dans l'exemple qui est ici, puisqu'on avait une enveloppe de 870 jours et quand on se retrouve sur un scénario best, si c'est le scénario qui est choisi, on va donner quasiment 1400 jours. Donc, on n'a pas vraiment de rapport finalement entre l'enveloppe, c'était vraiment l'estimation, la macro-estimation qui était faite au départ par rapport à ces différents scénarios. Du coup, pour terminer sur ce point-là, on a été interviewé un directeur d'exploitation à l'époque qui est maintenant passé directeur général adjoint de la BPI Occitane, Franck Delafosse, qui va sans doute en parler beaucoup mieux que moi. Alors déjà, très très fier d'intervenir auprès de tous ceux qui construisent les CMTD, les scénarios Good, Better et Best. Alors vous dire que pour moi, c'est hyper important. Alors déjà, de les avoir quelques jours à l'avance, et en général, c'est une semaine à l'avance et on les a. Et ça me permet à moi d'échanger avec mes équipes. Vous comprenez bien que je ne connais pas tous les logiciels, toutes les fonctionnalités d'Equinox, c'est beaucoup trop large. Par contre, ça me permet d'échanger avec les équipes et d'avoir un avis éclairé le jour où on me présente les scénarios Good, Better et Best. Alors, ayez bien en tête que quand on choisit un scénario, on est très content de l'avoir choisi. Qu'il soit Good, qu'il soit Better ou qu'il soit Best, il faut qu'on soit persuadé que ça réponde à nos besoins. On ne fait pas un truc au rabais et on ne fait pas dans le luxe, parce qu'on a un budget qui est déterminé et on sait que quand on met des jours hommes, des euros, il faut qu'on puisse les justifier. Moi, auprès de mes pairs, auprès des autres DEX,
Il faut que je sois très à l'aise pour dire oui, on a fait ce projet-là, on n'a pas fait celui-ci, ou on l'a fait de cette façon-là. Il faut que je sois très à l'aise avec des mots simples. Et donc, tout votre job aussi, c'est de me faire comprendre à moi, qui ne suis pas du tout technicien, ce que vous voulez faire passer comme idée. Voilà ce que je voulais vous dire très très rapidement. Voilà. Voilà, donc là vous avez pu entendre le témoignage d'un décideur, vous avez aussi entendu le témoignage d'un product owner, vous avez entendu le témoignage d'un business owner. Globalement, vous le voyez, tous pratiquent la méthode et tous finalement la revendiquent. Donc c'est quelque chose dont on est très fiers à notre niveau. Faut le dire quand même, des fois, quand on est fier. Voilà, donc j'espère que ça vous a convaincu en tout cas que la méthode qu'on a proposée va répondre aux deux questions qu'on vous a posées, enfin qu'on s'est posées en tout cas et qu'on vous a exposées au tout début de la présentation. Oui, on est capable de rendre nos décideurs et nos équipes fiers de leur travail et fiers des scénarios qui sont choisis parce que vraiment ça sert les utilisateurs et normalement oui, on est capable de faire un peu plus de projets avec pas forcément plus de budget, mais simplement en sachant à quoi on renonce et en se concentrant sur l'essentiel. Noémie, je te laisse la main pour les prochaines étapes. Alors, effectivement, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. On a un groupe mutualiste. Donc, tout ce qu'on évoque sur le CMTD, l'éclairage des décisions, c'est quand même un point essentiel, vu qu'en plus, c'est des banquiers qui nous financent. On a ouvert la boîte noire de l'IT à travers cette méthode-là. Et donc, c'est un point important pour lequel il fallait mener du changement. On a eu 2 leviers pour conduire le changement. On a eu des actions de communication au sein de BPCE-SI, donc à travers les différentes couches managériales et autres. On a des instances de communication un peu établies, dédiées chez BPCE-SI. On appelle une radio change pour les managers. On a Delivery News pour l'ensemble des collaborateurs, où on a pédagogiquement expliqué la méthode, parce que même pour les équipes, et on verra juste après, c'est un changement aussi de concept dans la réalisation de leur cadrage de ce qu'ils faisaient jusque-là. On est aussi intervenu dans les différents comités de direction pour vraiment expliquer ce qui était attendu. Mais le plus gros change qu'on a dû mener, c'est avec les parties prenantes au-delà du groupe. Alors on va être transparent, faire accoucher d'un bénéfice métier qualifié avec un objectif à atteindre, un business owner, c'est pas tous les jours évident pour nous. Bon, tant mieux si pour vous c'est bon, mais nous en tout cas c'est pas évident. Donc on a vraiment dû renforcer l'accompagnement auprès de cette population-là. Donc on a une communauté des BO installée chez BPA, donc on s'appuie dessus et puis on a des approches aussi personnalisées à travers les cadrages, et ça, c'est les coachs agiles, du coup, qui sont impliqués dans cet accompagnement plus personnalisé à l'étape de cadrage. On a aussi dû accompagner les product owners. Nous, les product owners, ils sont aussi parfois, ils viennent la plupart du temps des établissements. Donc, pareil, on a dû aussi les acculturer dans cette méthode-là et plus les impliquer dans les choix et dans la construction des scénarios. Donc on s'est appuyé sur notre communauté aussi, mais on a dû effectivement renforcer l'accompagnement de cette population-là. Et nos équipes BPCE-SI qui ont dû effectivement changer la méthode de raisonner quand ils font un cadrage. Et pour tous, tous les experts qui sont autour, qui travaillent et qui œuvrent autour d'un cadrage. Et là, effectivement, le centre agile a été mis à contribution pour accompagner le changement. Donc voilà, un changement, c'est un projet traversant et un changement du coup à tous les étages qu'on a dû mener avec l'implémentation de cette méthode Good Better Best. Alors en conclusion, on va se donner des perspectives. Oui, effectivement. Alors comme vous pouvez le constater, on a essayé de dessiner une petite montagne avec un petit chemin. Pour l'instant, on en est à la première étape. Le Good Better Best, pour nous, c'est vraiment la première étape du long chemin qui nous amènera vers
plus grande perspective. Ça fait 9 mois hein, globalement qu'on a lancé ça. Ça fait pour l'instant, donc c'est tout nouveau projet qui fonctionne avec cette méthode-là, mais globalement, on n'a pas encore suffisamment de retours à ce niveau-là pour en tirer des conclusions, même si forcément on va capitaliser là-dessus pour aller vers les prochaines étapes. Et Yann, du coup, la prochaine étape. Alors, juste pour compléter, avant Yann parle, mais juste quand même, le seul retour, c'est peut-être le plus important, c'est celui du DGA à la fin. Aujourd'hui, moi j'ai aussi travaillé avec Yann sur tout ce qui est REX autour bilan de la construction de feuilles de route. Nos clients sont contents de la démarche parce que c'est vraiment un éclairage pour eux. Et je pense qu'on a au moins ce point positif sur l'application de la méthode. Ils ont l'impression de faire des choix éclairés, maîtrisés. Et c'est vraiment un atout essentiel et c'est l'objectif qu'on voulait atteindre. Et on a renforcé ainsi la proximité avec eux et c'était aussi un de nos enjeux. Donc on en est effectivement, c'est un peu notre bilan intermédiaire. C'est ça. Donc dans la suite, en fait, on veut aller vers l'expérimentation de portefeuilles localisés, on va dire, par opportunité, pour justement aller un peu plus loin que juste l'engagement annuel ou des projets comme on l'a évoqué jusqu'à maintenant. Donc l'idée, ça va être dans certains périmètres de l'entreprise où on réunit des acteurs qui sont, alors dans notre jargon à nous, on va détailler un petit peu, des producteurs et distributeurs. Donc nous, côté banque de détail, on est plutôt côté distributeur. Et côté producteur, par exemple, des solutions d'épargne financière ou autres qui sont fabriquées aussi dans notre groupe. Et donc l'idée, c'est d'avoir une circulation de la valeur plus fluide et donc de mettre en place ces notions de définition de la valeur en amont, tout ce qui est indicateur aussi, et puis après des investissements qui seraient pilotés comme ça sur potentiellement 1 an, 2 ans. Et donc là, on va commencer à essayer d'expérimenter ça sur des périmètres, plutôt par opportunité. Ce n'est pas le grand bouleversement, mais plutôt par opportunité, avec soit des impulsions fortes parce qu'il y a des très forts investissements, soit par une nécessité, suite à au rapprochement qu'évoquait Noémie tout à l'heure. Il y a un besoin de réalignement des équipes et c'est l'occasion de lancer ce genre de pratique. Alors là aussi, on a un objectif d'évoluer, c'est aussi d'embarquer nos équipes vers, on va dire, les faire évoluer pour répondre aussi aux enjeux métiers, de plutôt avoir un horizon d'investissement pluriannuel, vers une vision pluriannuelle. Aujourd'hui, la stratégie des métiers, elle ne commence pas du 1er janvier pour se terminer au 31 décembre. Ils ont plutôt des stratégies sur plusieurs années. Et nous, c'est un levier pour nous, en tout cas, ce qu'on espère, de pouvoir aussi faire évoluer notre méthode de travail pour pouvoir aussi être adaptable par rapport à ces stratégies qui émanent de nos métiers. Donc, on essaie en tant que cas de réfléchir vers ces travaux pour répondre à la vision pluriannuelle des investissements que peuvent nous faire nos métiers. Et l'aboutissement, alors c'est pas la lettre au Père Noël, mais potentiellement, ce serait de généraliser. En fait, c'est pour ça qu'on a expliqué qu'on voulait faire des expérimentations ou par opportunité des périmètres qui testeraient notamment ce que vient d'évoquer Noémie sur des visions à plus long terme. Ce serait justement de piloter toutes les feuilles de métier, toutes les feuilles de route de nos métiers par ces pratiques-là qui permettraient de dépasser le cadre que citait Noémie du 1er janvier au 31/12, de plutôt être dans le cycle de vie des solutions, des produits qu'on vend, aussi les produits au sens bancaire. Je ne sais pas si vous êtes allé à d'autres conférences qui ont parlé du mode produit. De quel produit on parle? Là, notamment sur les produits bancaires qui sont vendus, les solutions, d'être vraiment sur une perspective à long terme. Et puis aussi, ce qu'on cherche à faire, c'est que la valeur, on en a parlé tout à l'heure, mesurer l'atteinte de la valeur délivrée, ça permettrait aussi à ce moment-là de pivoter si jamais on avait d'autres types d'investissements à lancer, ce qui est aujourd'hui pas forcément très très facile. Pour autant, en initiant cette démarche Good Better Best, on espère bien donner envie aux établissements qui aujourd'hui disent ils sont vraiment acteurs de la prise de décision, de se dire aussi à par moment on voudrait bondir sur telle ou telle opportunité, comment on fait pour stopper des choses qui sont déjà lancées ou qui ont déjà apporté suffisamment de valeur à nos clients. Et c'était tout. Et on vous remercie en tout cas pour Merci. votre attention. Est-ce que vous avez des questions?
Merci pour votre retour. J'avais une question concernant la notion de délai que prend justement cette phase de cadrage avec l'approche Good, Better, Best. Est-ce que vous avez eu le temps de l'apprécier? Est-ce que ça a un impact justement sur ces phases de cadrage? Parce nous sommes agiles, donc on aimerait aller vite. Et il ne faut pas qu'on alourdisse nos process. Donc quel est votre retour par rapport à ça? Ou quelles sont vos bonnes pratiques pour faire en sorte que ça ne soit pas trop long? Efficace. Oui, alors c'est un petit peu plus compliqué que ça, effectivement. Forcément, comme on va plus loin dans le cadrage des fonctionnalités, on prend un petit peu plus de temps que sur les cadrages, comme on appelait ça, nous, des cadrages agiles qu'on devait faire en 6 semaines. Ça prend plus de temps, clairement. Combien, je ne suis pas capable de vous dire. Ça dépend des sujets, ça dépend de la taille du sujet. Par contre, l'avantage, c'est qu'une fois qu'on est passé en instance de décision et qu'on a choisi finalement le scénario sur lequel on se positionne, on ne revient pas en arrière, on ne va pas demander des compléments, donc du coup, finalement, on gagne en temps pour aller jusqu'en production. C'est à ce niveau-là, en fait, qu'on est vraiment gagnant, ce n'est pas tellement sur le temps de cadrage. Et là aussi, en complément, potentiellement, on parlait de pluriannualité. Là, si on prend un engagement qui va prendre plus de temps, qui est assez conséquent, il peut déborder sur une année, l'année suivante, mais on n'y revient pas dessus et on n'est pas en train de faire des lots avec une mise en marché à 3 ans, qu'on connaît encore aujourd'hui un peu trop souvent. Il y avait une autre question. Oui, il y a une question de Nior. J'ai bien compris votre façon de piloter les projets d'innovation, mais je n'ai pas compris ce qui favorise l'innovation. Ouais, alors je vais tenter une réponse. Je ne suis pas sûr de tout à fait d'être dans les clous de la question, mais on ne favorise pas l'innovation en soi. Par contre, on demande à nos équipes du coup d'être un petit côté MacGyver, comme on disait à la convention il y a 2 jours, parce que finalement, c'est comment on répond à un besoin de manière peut-être moins chère, avec moins de moyens. Et donc du coup, comment on fait pour faire un travail de qualité en réutilisant des choses qui existent, ce qu'on ne faisait pas avant, en fait. Donc c'est peut-être pas de l'innovation telle qu'on l'entend, c'est peut-être pas des solutions innovantes en termes technologiques, mais à notre niveau, on ne construit plus les cathédrales, en fait. C'est surtout ça. Merci. Ma question, c'est du coup toute votre phase de préparation, vraiment de cadrage de toutes ces fonctionnalités, que ce soit dans le good, dans le better ou dans le best. Qui les définit? J'imagine que c'est les équipes qui vont faire. Et du coup, comment ça impacte leur quotidien, vu que vous l'avez dit vous-même, le cadrage prend plus de temps. Comment ça les impacte aujourd'hui? Comme vous dites, on est en plein dedans. En fait, on n'a pas non plus 2 ans de recul pour l'instant sur la pratique. Donc, on ne se cache pas du fait que ça prend plus de temps. Ce on essaye aussi d'initier, et pour ça je parlais de pluriannualité aussi, c'est le côté, aujourd'hui on a tendance à lancer plein de petits projets les uns derrière les autres. Et là l'idée ça va être plutôt d'être dans un investissement à plus long terme. Donc l'effort on va le faire une fois peut-être pour 1 an et demi, et on va pouvoir initier comme ça des investissements plus dans la durée, ce qui n'était pas forcément le réflexe aujourd'hui. Donc l'effort il sera fait une fois, mais peut-être il sera plus durable que jusqu'à présent où on était saucissonner un petit peu les besoins avec plein de petits projets les uns derrière les autres, et ce n'était pas forcément cohérent, comme disait tout à l'heure Vincent. Mais après, je comprends la question, c'est un peu ce que je disais, c'était que globalement, vous avez complètement repointé, ça change quand même leur manière de faire. Et c'est sur ça qu'on est encore en train d'expérimenter. Et parfois, par exemple, en exemple, quand on présentait la méthode, on nous disait, mais enfin, c'est comme avant, c'est les lotissements. Non, c'est pas des lotissements, en fait. C'est pas un lotissement. C'est pas du MVP et la suite. On leur demande vraiment de changer leur approche, en fait. Et je rejoins. Je pense qu'aujourd'hui, c'est peut-être, on est encore en termes d'apprentissage. Et c'est pour ça qu'en fait, ils ont besoin de cet accompagnement encore plus au plus près des équipes. Après, je pense que malgré tout, il y a beaucoup de satisfaction à présenter un dossier en CMTD sur lequel, en fait, ils ont une décision claire, sur lequel ils sont capables de montrer la valeur apportée. Et je pense que ça vient compenser l'effort de cadrage de départ. Mais en tout cas, c'est effectivement une des difficultés qu'on a aujourd'hui pour implémenter vraiment au mieux la méthode. C'est un peu, voilà, ça change quand même le paradigme. Je suis assez d'accord. On a d'autres exemples aussi dans les retours de mise en œuvre. Pendant la séance, les décideurs challenge la solution que Vincent décrivait comme le meilleur rapport coût-bénéfice en disant si vous nous rajoutiez un petit coup de ceci, un petit coup de cela, on valide ce budget-là. Et ça, voilà, les équipes sont un peu perturbées parce qu'elles se disent mince, je viens déjà avec 3, ils m'en sortent à 4e. Mais en fait, non, l'engagement, du coup, il est beaucoup plus fort sur quelque chose qu'ils ont conçu ensemble
en se disant si j'investis plus sur ce sujet, je ferai moins sur un autre. Ça aussi, cette notion-là qui n'existait pas forcément jusque-là. Et on a aussi des réussites, petites réussites du quotidien. Quand on présente même des maquettes en good, better, best à un ensemble de banques populaires et qu'ils sont capables de visualiser ce que ça va être et de dire là, ce truc, c'est inutile, le faites pas. On a vraiment l'impression de les embarquer, de les impliquer. Et je pense que c'est effectivement valorisant pour les équipes d'avoir ce retour terrain au plus tôt. Une autre question de Niort, pardon. Le scénario best est-il toujours le plus cher? Elle est facile, celle-là. Elle est facile. Alors oui, le scénario best est toujours le plus cher puisque c'est celui qui répond à 100% des bénéfices des utilisateurs. Donc forcément, c'est toutes les fonctionnalités. Donc oui, c'est toujours le plus cher. Mais ce n'est pas forcément celui auquel ils ne renoncent pas, en fait. Aussi, c'est ce qu'on constate. Enfin, nous, on est proche des animateurs des CMTD IT, donc, qui sont plutôt des directeurs de plateforme, qui nous remontent que parfois, on pouvait s'imaginer qu'ils voudraient tout le temps que le best. Non, le fait de pouvoir visualiser et de comprendre ce qu'il y aura dans les scénarios, des fois, ils disent non, finalement, le good, ça sera déjà parfait. Et c'est ça qu'on voulait atteindre, en fait. Donc, oui, le best est le plus cher, mais, mais bon, en fait, il n'y a pas finalement que le best qui est pris. Bonjour, merci pour cette intervention. J'ai une petite question. En fait, quand on ne connaît pas les métiers de BPCE, j'ai un peu de mal à comprendre justement qu'est-ce qui favorise l'innovation. Vous faites des projets IT pour différents métiers. Oui, en fait, pour qui? Toute la banque. Pour le client, en fait. Bon, pour tout. D'accord. C'est vraiment toutes les composantes finalement du métier bancaire. Donc on a de l'assurance, on a de l'épargne, on a du crédit, on a vraiment toute la... Ce sont des outils de production que vous concevez Pour les collaborateurs et aussi pour les clients, Pour puisque ouais. même la plateforme digitale fait partie de nos attributions. D'accord, ok. Et votre dernière question, votre time to market, il est estimé à combien de temps? Ce sont vos délais de livraison sont estimés à combien de temps, ouais, en moyenne? C'est toi l'opérationnel. Moi l'opérationnel. Elle est pas facile. Merci. Non, donc, globalement, on est à une quinzaine de mois, à peu près. On espère qu'avec ça, on va aussi pouvoir aller un peu plus vite. C'est forcément l'objectif. Oui, bonjour. Donc, oui, bonne présentation. Je trouve les indicateurs très intéressants pour le décisionnel. Je m'interrogeais plus sur finalement le côté développeur, où je trouve que c'est presque un petit pas en arrière par rapport à l'agile pour venir à du mode produit. Parce que si j'ai bien compris, finalement, on cadre, au lieu de faire une backlog et dire c'est la CAF qui va déterminer si on passe d'un best, better, ou hors dessin à good parce qu'on n'a pas la CAF ou on a dépassé le budget. Et en fait, comme la décision est prise en amont, on se rapproche du mode, pour moi, du mode projet, où on détermine le projet et on l'applique. Et même si on dépasse les coûts à la fin, on va le faire quand même. Alors, c'est une bonne question. Ouais. Alors, comme on dit, on est un peu dans une situation un peu intermédiaire entre des investissements à long terme qui permettraient sûrement de sécuriser le mode produit là, dont vous parlez. Donc aujourd'hui, on n'en est pas là. Après, sur ce qui inquiétait avant, notamment beaucoup les équipes IT, c'est qu'ils avaient une expression de besoin plus ou moins bien définie. Quand ils arrivaient avec des chiffrages, on leur disait, je sais pas, ils ont chiffré à 1000 jours, et on leur disait, vous aurez 700, mais on n'enlève rien en fait. Donc cette partie-là, elle était au moins aussi stressante ou gênante pour les équipes IT, qui du coup se sentaient pas crédibles par rapport aux personnes du métier. Alors que là, on va leur faire décider ensemble ce dont on est capable de se passer. Évidemment que dans la fabrication en cycle itératif, incrémental, etc., là, il y a encore d'autres choses à aller chercher. Aujourd'hui, on était quand même beaucoup dans un mode projet, financement projet. Donc petit à petit, sortir de ce mode-là, déjà en sécurisant des financements, en mettant de la confiance aussi entre les acteurs métiers et IT. Vincent tout à l'heure parlait de MacGyver, c'était pas dans le sens avec un papier, du scotch et de la ficelle, on va faire les solutions. Simplement, il y a des discussions des fois un peu incroyables entre les acteurs métiers et l'IT, où de toute façon l'IT veut toujours se faire des solutions pour se faire plaisir, entre guillemets. C'est vraiment pas le cas, et là du coup ça crée de la confiance. Maintenant, on n'est pas encore dans l'étape que vous évoquez là. Oui, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, on n'a pas encore franchi l'étape 2 de l'approche produit, on a quand même des projets qui traversent nos produits.
Voilà, c'est des portefeuilles et donc on tombe peut-être dans cet écueil-là, mais on avance à petits pas. On reviendra l'année prochaine. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, ce sera la dernière. Hein. Allez, dernière question. Merci. Est-ce que la participation à vos communautés est obligatoire et quelles sont les actions concrètes que vous avez mises en œuvre pour convaincre en fait les business owners de s'embarquer dans la démarche? Alors moi, je vais répondre à une première partie et puis Yann, je te laisserai compléter. Alors les participations, elle n'est pas obligatoire, mais effectivement, on travaille. Hier, il y avait une conférence sur les communautés. Je pense qu'effectivement, on a beaucoup pour animer ça. Mais déjà, on est satisfait du nombre de participants. Effectivement, il y a cet effort et éviter l'essoufflement, c'était aussi le message d'hier. Donc ça, voilà, on n'est pas obligatoire, mais fortement incité. On informe fortement et puis on essaie de du coup apporter des sujets au plus proche du terrain pour qu'ils puissent venir. Et typiquement, le Good Better Best, je pense que c'était là un jour où il y a eu beaucoup... comme ils sont confrontés au quotidien sur cette problématique-là, ils étaient très présents quand on abordait ces thèmes-là. Oui, parce que ce qui apparaissait dans ce qu'a montré Vincent aussi, c'est les fameux slides de synthèse qui sont à la fin. En fait, c'est aussi le livrable qui est utilisé dans l'instance. Donc le BO étant le porte-parole du sujet, il doit remplir des livrables, en fait, finalement, même s'ils sont succincts, il est quand même un petit peu obligé de s'approprier la méthode et de la pratique en amont. C'est lui qui va le pitcher aussi en CMTD, donc il a en face les établissements, donc pas le choix. Il n'a pas le choix. Partie imposée en fait. Et après, je te laisserai Yann compléter, mais effectivement dans cette phase de cadrage où on accompagne, où les coachs accompagnent, c'est aussi pour leur faire émaner des bénéfices métiers attendus. Donc oui, on les accompagne au plus près. Ouais. Après, ils ont assez vite compris que l'intérêt, c'était pas de jeter la patate chaude aux établissements, mais un petit peu de les embarquer dans la prise de décision, alors qu'avant, ils avaient tendance à dire on fait, on fait pas, il y avait qu'une solution. Donc là, ils sont aussi rassurés de ce point de vue-là. Ils sont contributeurs à la prise de décision et pas juste uniquement porteurs d'une solution possible. C'est bon ? Merci à tous.